Bonjour à tous, je me présente, Isabelle Auger, responsable d'unité pédagogique, la filière service et qui comprend la pharmacie. Donc sur ce webinaire, on va vous proposer le BP préparateur en formation qui ne se fait uniquement que sur le site de Ploufragan. Je vais inviter donc deux collègues, Madame Zaninetti, pharmacien, qui est aussi enseignante sur le site de Ploufragan, et Madame Legrand, qui est aussi enseignante, elle, mais en tant que préparatrice en pharmacie sur le site de Ploufragan. Mes deux collègues vont pouvoir vous expliquer ce qu'est le BP préparateur en pharmacie et vous allez pouvoir discuter avec elles via le chat en posant vos questions et elles répondront à toutes les questions que vous posez. Voilà, donc on les attend. Elles ne devraient pas tarder. Voilà. Bonjour Coralie. Alors Madame Legrand, qui est donc préparatrice en pharmacie et enseignante sur les classes de BP préparateur en pharmacie. Et donc il va y avoir Madame Zaninetti qui va arriver incessamment sous peu. Voilà. Ça ne devrait plus tarder. Hop. Autrement, on va commencer avec Madame Legrand. C'est pas très grave. Et Madame Zaninetti va pouvoir rejoindre après sa collègue. Bon, Coralie, je te laisse avec nos invités pour présenter la filière. Marie-Astrid va arriver tout de suite. Voilà, un bon webinaire. Au revoir, à bientôt. Salut. Bon, bonjour à tous. Je me présente, Coralie, Madame Legrand, préparatrice en pharmacie et aussi, bien entendu, enseignante au CFA de Ploufragan. J'enseigne sur préparateur en pharmacie et j'enseigne plusieurs matières. Ah, te voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Zaninetti, pharmacien. Et donc, j'avais commencé à présenter un petit peu le BP. Oui, je vous entendais, mais j'arrivais pas à vous rejoindre. D'accord. Et du coup, les matières que j'enseigne en tant que préparatrice en pharmacie. Tu veux peut-être parler un petit peu avant ou... Non, je te laisse poursuivre du coup. J'interviendrai si tu veux pour certaines matières et puis après, je te laisserai plutôt présenter le métier et si j'ai quelque chose à apporter, j'apporterai ça après. Ok. Alors, moi, sur le BP préparateur en pharmacie, j'enseigne, donc comme je disais tout à l'heure, plusieurs matières, notamment le labo. Tout ce qui est côté pratique. Donc, pendant ce temps de pratique, je vais vous apprendre à préparer les différents médicaments, des gélules, des suppos, des émulsions, des lotions, des crèmes. Et pour la préparation de ces médicaments, je vais vous apprendre aussi l'analyse des formules. Donc, savoir analyser la formule avant de préparer le médicament, préparer l'étiquetage sur le produit fini pour justement pour la vente, l'enregistrement aussi de ces préparations sur des registres parce que tout est tracé pour la traçabilité. Donc ça, c'est le côté pratique du métier. C'est vrai que le labo, on n'en fait plus beaucoup sur le terrain, mais c'est quand même une matière qui reste sur le BP préparateur en pharmacie. Après, au niveau du labo, Marie-Astrid, toi, tu as quelque chose à rajouter ou... Alors en fait, le laboratoire, effectivement, comme tu dis, Coralie, en pratique dans les pharmacies de ville et même en pharmacie hospitalière, c'est quelque chose qui n'est plus beaucoup fait. Maintenant, cette matière reste importante puisqu'elle enseigne certaines notions et certaines qualités qu'il faut avoir, je pense, pour être préparateur en pharmacie. C'est de la rigueur. Tout à fait. Et c'est vrai que le laboratoire permet la rigueur déjà dans la manipulation, dans le fait d'avoir un protocole pour réaliser
un produit. On ne fait pas dans n'importe quel sens, il y a des étapes à respecter. Et puis aussi dans les calculs. Parce que même s'il ne faut pas être expert en maths pour venir avec nous en cours, il faut quand même bien se rendre compte qu'on est dans quelque chose qui doit être précis et donc qui nécessite de la rigueur parce qu'on est sur des dosages, on est sur des choses qui peuvent être dangereuses. Ce n'est pas la délivrance, les préparateurs en pharmacie délivrent des médicaments, donc il faut bien qu'ils soient conscients de la dangerosité et du fait que, on fait les choses de manière le plus précise possible et le plus rigoureuse. Donc c'est vrai que le laboratoire, même si en pratique on n'en fait pas beaucoup dans les entreprises et vous n'en ferez certainement quasiment pas dans les entreprises, ça reste une matière parce que c'est vrai qu'elle requiert des qualités et ça permet de travailler justement sur cette qui, je pense, est importante par rapport aux médicaments à avoir. Ce sont en tout cas des qualités que doivent avoir les préparateurs une fois diplômés. Donc, c'est vraiment des compétences qui sont à développer pendant ces 2 années de formation. Je pense que tu es d'accord avec moi, Coralie. Ouais, très bien. Très bien. Tu as bien complété cette matière. Hein. C'est vrai que, comme on dit, on n'en fait peut-être plus beaucoup, mais elle reste importante quand même parce qu'elle apprend aussi plein d'autres choses, la rigueur, comme tu disais, et puis connaître comment c'est fait aussi nos médicaments. Après, dans le BP préparateur en pharmacie, j'enseigne aussi la galénique. Alors, la galénique, je vais vous apprendre en fait toutes les formes des médicaments en fonction de la voie d'administration. Exemple, un comprimé destiné à la voie orale. Donc, il y a plusieurs types de comprimés pour cette voie. Donc, on étudie tout ça. Ensuite, on peut aussi étudier, la voie cutanée, toutes les voies qui peuvent exister pour l'administration des médicaments. Ensuite, dans le BP préparateur en pharmacie, on voit aussi le droit du travail. Ça aussi, j'enseigne. Donc ça, c'est une matière qui vous apprend un petit peu comment on fonctionne quand on est salarié. Donc, tous les différents contrats, vos droits, la convention, notre convention, parce que c'est vrai que les préparateurs en pharmacie, on dépend d'une convention collective propre à nous, et je vous l'explique. Ensuite, dans les matières préparateurs, donc il y a la reconnaissance aussi, qui d'ailleurs c'est une matière qui est rattachée au laboratoire. On a oublié aussi de le dire tout à l'heure. La reconnaissance de différentes poudres, plusieurs poudres blanches, savoir les reconnaître, soit au niveau visuel ou au goût. Des différents liquides aussi, différentes plantes étaient destinées pour la fabrication des tisanes, mais c'est vrai que ça, on n'en fait plus du tout. Mais il faut quand même savoir les reconnaître. Voilà. Niveau matière des préparateurs, donc il y a la galénique, j'ai dit, le labo, les recos. Juste une chose. Pour les reconnaissances, il y a aussi quelques reconnaissances de matériel médical, des différents types d'aiguilles, des tubulures. Les dispositifs, quoi. Dispositifs. Ouais. On apprend. Oui. Ouais. Et autrement, matière vraiment destinée pour l'enseignement des préparateurs. La législation. Bon, après, la législation pharmaceutique peut être aussi enseignée par un pharmacien ou préparateur, mais voilà. Je te laisserai peut-être la législation un petit peu pour développer sur la législation dessus. Après, si vous avez des questions sur la galénique, par exemple, ou sur le labo, allez-y, posez vos questions. Ça sera plus facile d'expliquer justement, quand on a des questions, on peut rebondir et vous donner un peu plus d'explications. Autrement, je te laisse un petit peu expliquer justement le gros côté aussi quand même du métier, les sciences et la législation et le commentaire d'ordonnance. Alors, pour ma part, donc, j'enseigne tout ce qui est sciences. Alors, c'est vrai que ça s'appelle sciences, mais c'est en fait un très gros bloc, puisque ce bloc représente plusieurs matières, 3 principalement. La première, il s'agit de l'anatomie et de la physiologie. Donc, je ne sais pas forcément de quels horizons vous venez, mais l'anatomie, vous en avez certainement fait un petit peu au lycée, voire au collège.
sur le corps humain. Alors, on n'apprend pas tous les os non plus du corps humain, mais c'est vrai qu'on va travailler appareil par appareil. Donc, par exemple, il y a l'appareil locomoteur, l'appareil urinaire, l'appareil gynécologique, donc tous ces appareils-là, savoir où sont situés les organes. Et puis ensuite, l'aspect physiologique. C'est donc le fonctionnement de ces différents appareils, de ces différents organes, puisqu'en fait, dans le corps humain, tout est imbriqué. Donc ça représente quand même pas mal de connaissances. Et l'anatomie, ça s'apprend. La physiologie, là aussi, mais c'est vrai que ça passe par le stade de la compréhension. Si ce n'est pas compris, apprendre comment fonctionne un système de notre organisme sans l'avoir compris, ça reste très compliqué. En tout cas, dans le temps, on ne peut pas s'en souvenir. Donc, ensuite, il y a la partie pathologie. Donc, c'est pour avoir un aperçu et pour avoir une bonne connaissance médicale assez large. Alors, pas dans les détails, mais quand même pouvoir comprendre quand un patient se présente au comptoir de quelle pathologie il souffre. S'il vous dit qu'il a de l'arthrose, s'il vous dit qu'il a de l'arthrite ou alors une ostéoporose, tout ça, ça touche les os, mais ce ne sont pas les mêmes maladies. Donc, ce ne sera pas les mêmes médicaments sur l'ordonnance. Et puis, parfois, le patient, il est content d'en parler avec la personne qui va lui donner ses médicaments. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances. En fait, le but, c'est d'avoir une culture médicale assez vaste, pas forcément très poussée, mais quand même assez vaste. Ne pas confondre les pathologies et savoir un petit peu ce qu'il en est. On n'étudiera pas les maladies génétiques, les maladies rares, des choses comme ça, mais on va dire que 80% des pathologies du quotidien, il faut quand même avoir une idée assez précise de ce que c'est. Donc, voilà l'aspect sur les pathologies. Et puis, la partie la plus conséquente, qui nécessite là aussi pas mal de compétences et d'apprentissage, c'est les médicaments. On va vous demander de savoir au niveau des médicaments, et il en existe plusieurs milliers, mais en tout cas pour les 80% là aussi les plus courants, on va vous demander de savoir comment ils agissent. Donc on ne va pas prendre médicament par médicament, mais on va parler de classes, parce qu'en fait il y a des classes de médicaments, et à l'intérieur d'une même classe de médicaments, tous les médicaments agissent de la même façon. Et donc il faudra savoir à quoi ils vont servir, c'est-à-dire dans quelle pathologie est-ce qu'on va les donner. Connaître aussi les effets indésirables. C'est très important quand un patient, par exemple, va revenir après pour vous dire voilà, j'ai ça. Est-ce que pourrait y avoir un lien avec le nouveau médicament? Les contre-indications, puisqu'il n'y a aucun médicament qu'on peut donner à tout le monde, hormis l'homéopathie. Tous les médicaments ont des contre-indications, des effets indésirables. Même le Doliprane, je pense que tout le monde connaît le Doliprane, paracétamol, eh bien, ça reste un médicament avec des effets indésirables, des contre-indications, même s'il est vrai qu'on peut l'acheter dans une pharmacie sans ordonnance. Donc, voilà un petit peu toutes les particularités. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pour ça que ces 3 blocs-là, réunis, représentent donc sur un volume horaire de 35 heures, puisque donc, une fois que vous êtes apprenti, vous venez une semaine sur 3 semaines au CFA. Donc, vous venez en moyenne 12 fois dans l'année. Eh bien, sur les 35 heures de la semaine que vous allez passer au CFA, on va dire que c'est entre 6 et 8 heures par jour, vous aurez 13 heures de ces sciences, c'est-à-dire regrouper l'anatomie, physiologie, pathologie et pharmacologie. Tout à l'heure, donc, Coralie vous parlait de la galénique, ça représente 2 heures sur ces 35 heures. Le labo, ça doit représenter 5 heures. C'est ça, Coralie, 5 heures le labo? Oui. 1 heure de reco. La législation professionnelle dont elle vous a parlé également, ça doit être 2 heures. Donc là, législation professionnelle, c'est très important parce que ça va vous permettre de savoir ce qu'est une pharmacie, ce qu'elle a le droit de vendre, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qui est réservé à la pharmacie, puisque c'est un commerce, mais un commerce qui gère de la santé. Donc, ce n'est pas un commerce lambda, on ne peut pas tout vendre. Loin de là, il y a tout à des règles. Il n'y a que les personnes qui sont diplômées qui sont aussi habilitées à vendre les médicaments ou à dispenser les médicaments, puisqu'il faut associer chaque délivrance de médicaments à des conseils. Donc, c'est vrai qu'il va falloir apprendre les règles. Et donc, tout ça, ça s'apprendra en législation professionnelle. Donc, c'est une matière qui est quand même très importante.
Et puis après, ça va être la mise en pratique de toutes ces connaissances médicales pour expliquer des ordonnances. Donc, il y a une épreuve qui existe où vous avez une ordonnance que vous devez commenter, expliquer en 1 heure, mais vous avez le Vidal, c'est-à-dire le fameux dictionnaire de tous les médicaments qui vous est donné en plus. D'accord? Mais ce n'est pas parce que vous vous en rendrez vite compte, ce dictionnaire de médicaments que vous allez tout comprendre. Parce que ce dictionnaire de médicaments, il est écrit uniquement avec des termes médicaux. Donc, c'est pour ça que si vous n'avez pas ce vocabulaire médical, ces capacités de compréhension de ce fameux Vidal, en fait, ça ne vous sert à rien qu'on vous le donne. Et une fois qu'on vous le donne, à vous d'arriver à bien le lire pour comprendre toute l'ordonnance et être capable de l'expliquer au comptoir. Sur les genoux. Tu as peut-être quelque chose à rajouter sur le CTE, Coralie? Je m'absente 30 secondes, je suis désolée. Hop. C'est vrai que non, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur le CTE, à part que oui, effectivement, cette matière va vous permettre justement l'analyse de l'ordonnance, l'analyse des médicaments, savoir si votre ordonnance est conforme ou pas, voilà, vraiment, c'est cette matière-là qui permet vraiment l'analyse. Est-ce qu'on va pouvoir délivrer cette ordonnance? Est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication, d'interaction? Voilà. Donc, c'est une matière quand même très importante aussi. Oui. Cette matière permet de faire la synthèse de vos connaissances. Si vous ne connaissez pas votre cours, vous pouvez difficilement broder. Ça se voit assez facilement pour le correcteur. Et c'est une épreuve qui, pour l'examen, peut être à double tranchant parce que si vous n'avez pas vu une incompatibilité entre des médicaments ou une incompatibilité par rapport au patient, eh bien, vous aurez 0. Donc, il y a des cas où si vous rajoutez, vous pensez que ce n'est pas possible de délivrer, alors qu'en fait, cette ordonnance était délivrable, vous avez 0 aussi. Et sur cette matière aussi, ce qu'on vous demande, c'est de donner des conseils. Ces conseils, vous pourrez bien les donner si vous avez une idée de quelle est la pathologie pour laquelle est destinée cette ordonnance. Si la pathologie, vous êtes un petit peu tombé à côté, c'est vrai que du coup, les conseils ne seront pas les plus appropriés. Et les conseils représentent, on va dire, 15 points sur 40. Donc, ça représente un bon tiers, un peu plus d'un tiers de la note de cette épreuve-là, qui a un coefficient 6. Donc, cette épreuve peut paraître facile puisque c'est la seule épreuve où on vous donne des documents pour la faire. Simplement, c'est que 1 heure. Et en plus de ça, il ne faut pas passer à côté de quelque chose d'essentiel. Donc, d'où la nécessité d'avoir des connaissances à côté que vous pouvez piocher dans les différentes matières. Donc, vous servez pour faire ce commentaire d'ordonnance de la législation professionnelle. La galénique, effectivement, peut vous servir pour le fait de comment vous allez expliquer, comment bien prendre le comprimé, comment réaliser une injection. Et puis, les sciences aussi vont vous permettre de réaliser cette épreuve-là. Donc, c'est vraiment une épreuve synthétique de plusieurs épreuves. Donc, on s'entraîne 2 fois par semaine à faire cet exercice-là. Ouais. Et l'expérience aussi, l'expérience professionnelle, quand vous êtes en officine et que vous écoutez vos collègues travailler justement pour les conseils aussi. C'est vrai que on vous demande aussi de faire la relation justement de ce que vous pouvez entendre en officine pour pouvoir donner ces conseils sur le CTE, sur les différentes pathologies. C'est vrai que c'est la matière où limite elle regroupe tout. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui envisageraient d'aller en milieu hospitalier ou en clinique, les épreuves et les cours sont exactement les mêmes. Maintenant, c'est vrai, parfois, justement, pour cette partie conseil, au départ, vous trouvez ça un petit peu plus difficile parce que vous, en clinique ou en hôpital, vous n'avez pas ce rapport avec des patients. En tout cas, c'est très rare et pas de la même façon. Donc, il faut bien déjà avoir à l'esprit que si vous êtes intéressé par le métier de préparateur en pharmacie, il faut aimer le contact avec le public. C'est sûr. C'est évident.
C'est aujourd'hui le contact et la délivrance des ordonnances, ça représente 90% du temps pour les préparateurs parce que finalement, les tâches à côté administratives sont assez restreintes par les envois de flux informatiques, par différentes choses. Les commandes, ranger les commandes, là aussi, ça commence à prendre moins de temps parce qu'il y a différents systèmes d'automates qui délivrent les médicaments, qui rangent tout seul. Donc, c'est vrai que le travail de préparateur en pharmacie, en tout cas en ville, en officine de ville, est de plus en plus tourné vers le comptoir. Donc, au départ, si vous êtes jeune notamment, vous n'avez pas forcément d'expérience ou encore de la timidité. Ça, ce n'est pas forcément un frein en soi, mais qu'il va falloir voilà, progresser. Et souvent, une fois qu'on a un peu plus de connaissances, d'acquis, eh bien, on a un petit peu moins peur et moins d'appréhension à se retrouver au comptoir devant les patients. Mais Ah oui. voilà, il faut de la discrétion aussi pour ce métier-là, parce que parfois, on peut avoir affaire à quelqu'un qui vient pour un conseil, une crème anti-rides. Donc là, voilà, il n'y a pas forcément de précautions particulières. Et puis aussi, parfois, on a affaire à des cas beaucoup plus graves, puisqu'on est quand même principalement dans le milieu de la santé et notre métier reste avant tout de la délivrance de médicaments. On peut avoir forcément à des gens qui souffrent de maladies chroniques, des personnes qui sont en invalidité, des personnes âgées. On a aussi à faire face à des fins de vie, à des délivrances, à recevoir en général les proches qui parfois aussi ont besoin un petit peu de se confier. Donc, il faut quand même avoir de la bienveillance et une certaine empathie dans certains cas. Et voilà, il faut savoir passer un peu du conseil de la crème ou du rhume à 5 minutes plus tard, voilà, un conseil et des gens qui sont vraiment dans une situation beaucoup plus triste, si je peux dire. Et Voilà. autrement, au niveau des matières, donc on a un petit peu fait le tour, je pense. Et si on n'a pas parlé aussi d'une partie alors qu'on appelle biologie, Ouais, chimie. Là aussi qui n'est pas une partie en soi. Donc là, on va plutôt maintenant vous parler des matières un petit peu plus généralistes, puisque ça va être une partie de microbiologie. Donc la microbiologie, c'est-à-dire juste l'étude en fait des conditions de vie et la description. Après, ça ne va pas aller dans le détail des différentes familles. Par exemple, concernant les bactéries, qu'est-ce qu'une bactérie? Comment elle se nourrit? Comment elle peut contaminer un organisme? Pareil pour les virus, pour les parasites, de manière à ne pas les confondre. Par exemple, le Covid, enfin la maladie, donc le coronavirus, qui nous oblige à faire cette visio aujourd'hui, c'est dû à un virus. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Comment il rentre dans les cellules? Pourquoi il a besoin forcément d'un organisme pour se développer? Parce que le virus ne vit pas tout seul, contrairement à la bactérie, par exemple. Voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, il y a une partie également d'immunologie. Donc, l'immunologie, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Là aussi, du coup, depuis 2-3 mois, on a quand même beaucoup entendu parler d'immunologie, de système immunitaire, de défense, de vaccination. Donc, bien comprendre tout ça, les histoires des anticorps, des tests sérologiques, tout ça, c'est des choses dont on entend beaucoup parler dans les médias, mais il faut être sûr d'avoir bien compris ce que c'était parce que forcément, au comptoir, vous allez avoir des gens qui vont vous poser les questions. Et en tant que futur professionnel et après professionnel de santé, alors il ne s'agit pas de savoir répondre à tout. Personne ne sait jamais répondre à tout, mais il faut quand même avoir des bonnes notions de base. Donc une partie immunologie pour savoir comment votre système immunitaire fonctionne, comment vous êtes capable de vous défendre contre un certain nombre de pathologies ou pas. Et puis il y a une troisième partie dans cette partie biologie qui est la botanique. Alors là, c'est un peu plus abstrait. D'autant plus que vous ne les voyez pas, les plantes et les champignons, mais c'est au programme. Vous devez du coup quand même avoir quelques notions des différentes classes de plantes, puisque beaucoup de médicaments sont issus des plantes. Et puis, une dernière partie qui est de la chimie. Alors, la chimie, ça doit représenter, donc chimie et biochimie, ça représente 4 heures par semaine où vous venez au CFA. Et là, alors pareil, selon l'horizon dont vous venez, niveau lycée notamment, eh bien, vous aurez plus ou moins d'acquis ou de choses à apprendre.
Alors, notre collègue de chimie essaie de repartir depuis le départ, puisque les groupes sont très hétérogènes, de manière à ce que tout le monde puisse se raccrocher et suivre. Mais c'est sûr que pour ceux qui en ont quasiment pas fait ou ça remonte très loin, ça demande un effort. Mais après, toute l'équipe enseignante est là pour repartir avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le chemin en route dès le départ, parce que vous verrez que la formation est assez courte. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, par contre, qu'il faut absolument avoir le bac pour pouvoir rentrer en formation. Donc, tous les types de baccalauréat. Et après, vous êtes tous mélangés. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des classes aujourd'hui où on va avoir des bacs pro. Donc, par exemple, les bacs pro SAPAT, ASSP, c'est ce qu'on a majoritairement dans les bacs pro. Ensuite, on a des bacs technologiques avec principalement le bac ST2S. Et puis autrement, on a des bacs généraux avec principalement des bacs. On a aussi dans les bacs technologiques le bac STL. Donc tous ces gens-là sont ensemble dans la même classe, donc ils n'ont pas forcément les mêmes façons de travailler, les mêmes habitudes. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que si vous aviez l'habitude, notamment dans les lycées professionnels, d'avoir beaucoup d'épreuves qui comptent pour le baccalauréat, avec des rapports de stage, avec des notes pratiques, des dossiers, ici, vous n'aurez pas ça. À la fin, c'est une évaluation ponctuelle uniquement. Donc, vous aurez vos notes. C'est que des évaluations, donc des épreuves, un petit bac. C'est à la fin des 2 ans. Il n'y a pas de note intermédiaire. Et on vous évalue sur tout le programme. Et c'est que de la théorie. Donc, c'est vrai que ça demande de la concentration pendant ces 2 ans et un investissement personnel. Parce que soit vous êtes déjà en milieu professionnel, soit alors vous allez rentrer en milieu professionnel et il va falloir trouver le rythme entre l'apprentissage, c'est-à-dire quand vous êtes en entreprise, vous n'êtes pas stagiaire, vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous ne serez pas obligé de travailler vos cours. La plupart de nos apprentis ne travaillent pas leurs cours en entreprise, ils sont en entreprise pour travailler. Maintenant, si vous avez des questions, parfois vous pouvez les poser, bien sûr, vous avez un maître d'apprentissage. Et puis la semaine où vous êtes au CFA, vous avez 35 heures là de cours. Et les semaines où vous êtes en entreprise, que vous soyez à la pharmacie ou à la pharmacie d'hôpital ou en pharmacie de ville, il vous faudra travailler en plus vos cours puisque vous aurez des devoirs régulièrement. Toutes les semaines où vous venez au CFA, vous avez plusieurs devoirs prévus. Donc, c'est vrai que c'est un rythme à trouver. Il ne faut pas vous dire ça va être tranquille de venir en apprentissage, d'accord? Ça, ce serait vraiment un leurre. Donc, on préfère être vraiment bien vous prévenir là-dessus. Il y en a qui s'en rendent pas compte ou qui disent, une fois qu'elles sont avec nous ou qu'ils sont avec nous, vous nous aviez prévenu, mais je ne pensais pas que c'était le cas. Il faut s'y mettre dès le début, de toute façon. Il ne faut pas attendre. Ça passe vite. Ça passe vite. Les examens sont normalement fin mai. Vous commencez en septembre. Donc, c'est vrai que 2 ans, c'est très court. Vous verrez même qu'une fois votre diplôme, il y a encore plein de choses que vous ne saurez pas faire. Mais un pharmacien qui embauche un jeune diplômé sait qu'il y a encore besoin d'1 ou 2 ans d'être derrière, de formation pour que vous soyez vraiment opérationnel. Par contre, concernant les débouchés en entreprise pour l'emploi, ils sont très bons puisqu'actuellement, on n'est pas tout à fait à diplômer assez de personnes par rapport à la demande. Donc, le marché de l'emploi, il n'y a pas de souci là-dessus. Il en manque un petit peu, quoi. Donc, les employeurs sont vraiment à flux tendu par rapport au recrutement. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut, si c'est votre inquiétude, en tout cas là-dessus, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça. Donc, ça ne va pas changer du tout au tout, sachant que pour faire ce métier-là, il faut forcément passer par ce diplôme-là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres diplômes, il n'y a pas d'autres moyens pour délivrer des médicaments dans une pharmacie, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Il faut soit être pharmacien, et donc on peut la fac, pharmacie 6 ans, minimum, ça va peut-être d'ailleurs augmenter. Et sinon, c'est le BP de préparateur en pharmacie. Ce sont les seuls diplômes qui sont habilités pour délivrer des médicaments. C'est la loi et le code de la santé. Et le BP sur 2 ans. Oui, le BP, effectivement, vous avez peut-être connaissance de personnes qui encore le faisaient sur 3 ans, mais ça fait déjà 1 an que c'est terminé. À la rentrée dernière, déjà, on n'a pas pu faire. Avant, en fait, les personnes qui avaient des bacs pro
ou des bacs généraux littéraires, ES, qui n'avaient pas fait de bio ou de sciences depuis longtemps, on préparait le diplôme en 3 ans. Donc, ça nous permettait d'aller plus doucement et de repartir, de donner plus d'explications. Les bacs S et une partie des ST2S préparaient le diplôme en 2 ans. Aujourd'hui, on n'a plus ce choix-là. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est 2 ans. Et 2 ans, c'est même pas 2 ans, puisque je vous disais, début en septembre, examen théorique en mai, et après, il reste juste l'épreuve de laboratoire de pratique qui est normalement en juin. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, après, si vous avez d'autres questions sur le métier, c'est comme on vous le disait tout à l'heure, c'est vraiment alors pour la ville, de la dispensation au comptoir, donner des conseils, savoir expliquer les médicaments, aider les gens, on est là pour ça. Écouter. Écouter. Conseiller, C'est pour ça que je disais tout à l'heure de la bienveillance et de l'empathie, parce qu'il faut en avoir. Après, ça reste aussi un commerce. Donc, il y a des choses qui sont plus futiles, on va dire, enfin moins graves. Comme je vous disais, un conseil pour une crème anti-rides. Là, on n'est pas sur quelque chose de médical. Donc, c'est ce qui aussi donne un côté agréable au métier parce qu'on n'est pas non plus toujours dans la gravité. Parfois, c'est un peu plus léger et ça fait du bien aussi. Vous avez aussi après des spécialités éventuellement plus tard si vous voulez la diététique un petit peu, ça va faire des conseils là-dessus. La micronutrition dont on entend beaucoup parler, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'accueil, d'écoute du public, éventuellement de vente, mais on n'est pas là pour vendre tout et n'importe quoi à tout le monde. Parfois aussi, il faut savoir dire non. Non, je ne vous donnerai pas ça aujourd'hui, monsieur ou madame, c'est comme ça. Alors que dans les autres commerces, en général, vous pouvez tout acheter. C'est rare qu'on vous dise non, je ne veux pas vous vendre. Mais par contre, après, c'est aussi un petit peu les horaires du commerce. Il faut aussi avoir conscience qu'une pharmacie, et vous en avez peut-être rendu compte, hein, c'est ouvert en général du lundi matin au samedi soir. Peu de pharmacies sont fermées le samedi après-midi aujourd'hui. Et les horaires, on va dire, on est plutôt sur des amplitudes d'horaires dans le département de 9h, 19h30. On a peu de 20h dans le département. Voilà, donc ça veut dire parfois finir tard le soir. Effectivement, d'un côté, vous commencez jamais très tôt le matin. Faut savoir qu'on travaille aussi le samedi. Alors, en apprentissage aussi, vous pouvez être amené à travailler le samedi. Mais après, quand vous êtes diplômé, vous travaillez en général au moins un samedi sur 2. Voilà, quoi. Il faut quand même avoir ça. Mais ça vous permet aussi d'avoir un jour dans la semaine. Il y a des gens qui ne travaillent que 4 jours par semaine. D'accord ? Parce que 35 heures, finalement, quand vous faites 4 journées de 9 heures, ben vous êtes déjà à 36 heures. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des jours de pause en milieu de semaine. Donc, voilà, c'est une organisation. Mais donc, ce n'est pas des horaires de bureau avec 9h, 17h du lundi au vendredi. Ce n'est pas ça le métier. D'accord ? À l'hôpital, vous êtes plutôt sur ce rythme d'horaire-là. Mais à l'hôpital, vous travaillez en équipe. Il y a beaucoup plus de logistique, de préparation d'ordonnance ou alors de préparation, par exemple, tout un service, ce qu'il demande comme médicaments. Donc, vous livrez au service les médicaments. Vous avez plutôt des coups de téléphone des infirmières, des infirmiers du service qui vous demandent tel médicament ou telle chose pour le service, mais vous n'avez pas ce conseil, ni cette organisation, ni ce côté public. Donc, c'est vraiment, même si c'est le même diplôme aujourd'hui, en tout cas pour le BP, le métier après est très différent. Pour de toute façon rester ensuite à l'hôpital, si vous faites que le BP, c'est pas possible. Pour ensuite pouvoir être en CDI et donc être titularisé à l'hôpital, il faut faire une année supplémentaire en partenariat avec un hôpital par rapport au coût de la formation. Et cette année supplémentaire se fait aussi en apprentissage à Tours, d'accord ? Parce qu'il y a en moyenne 15, je crois, jeunes des départements bretons, à peine 15, ça va représenter entre 10 et 15 apprentis de la Bretagne, donc des 4 départements, qui vont à Tours chaque année. Donc, vous voyez que c'est assez faible, cette proportion de préparateurs qui font cette formation hospitalière, mais elle est obligatoire pour pouvoir ensuite rester vraiment à l'hôpital. Sinon, vous pouvez faire des CDD
Il y a aussi quelques personnes qui changent, qui passent de l'hôpital à la pharmacie de ville ou de la pharmacie de ville à la pharmacie hospitalière. Ce n'est pas complètement fermé, mais il faut savoir que ça cloisonne quand même un petit peu. Mais on en a vu qui passaient de l'un à l'autre et dans les deux sens. Donc voilà, ça peut être une question par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il faut déjà bien vous poser la question, est-ce que j'ai envie d'avoir affaire à du public, à être quand même dans un commerce, même si ça reste la santé, ou alors est-ce que je veux travailler à l'hôpital juste avec l'équipe, voilà. Mais pharmacie hospitalière voit très peu de public. Et sinon, Là, il y a bien. Non, vas-y. Une évolution qui n'est pas encore tranchée des études de préparateur en pharmacie. Donc, c'est pour ça que je fasse une courte parenthèse là-dessus. Il y a un projet qui est en cours, mais du coup qui a été arrêté aussi au vu des conditions sanitaires depuis quelques mois, qui est sur une réforme du diplôme de préparateur en pharmacie, mais qui est un projet. C'est-à-dire que de toute façon, même si ça se réalise, même si ça se concrétise, ce n'est pas une réforme globale qui est prévue dans une année, puisque ce diplôme de préparateur resterait, mais certaines régions, dont vraisemblablement la Bretagne, partiraient pour comment on appelle ça, Coralie, quelque chose, un essai de faire autre chose, mais pour l'instant, ce sera un essai. D'accord? C'est pas quelque chose qui va, c'est pas une grosse réforme au niveau national, c'est juste certains centres qui vont servir, voilà, de centres pilotes pour expérimenter une nouvelle formule, mais qui au final donnera aussi le droit de faire délivrer des médicaments, de travailler en pharmacie ou alors à l'hôpital. Mais cette expérimentation, aujourd'hui, on n'en a pas toutes les grandes lignes. Hein. Donc, ce sera sans doute un partenariat avec l'université, mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement acté et ça restera une expérimentation. Et ça pourrait commencer dans une année, mais voilà, pour l'instant, rien n'est encore fait. Mais au cas où vous en entendez parler, sachez qu'effectivement, il y a une réflexion sur une future expérimentation probable, mais rien n'est fait là-dessus. À la rentrée, c'est sûr qu'on fait que du BP et il n'y a rien d'autre pour le moment. Et justement, pour le BP, ne tardez pas à vous présenter dans les officines pour trouver votre maître d'apprentissage. Le mieux, c'est vraiment d'aller démarcher, essayer de se déplacer, de se présenter pour trouver son maître d'apprentissage, sa pharmacie, quoi. Dans un premier temps, peut-être, avec les conditions sont encore même si ça va s'améliorer, au moins déjà passer des coups de téléphone, savoir si vous mieux vous présenter. Proposez toujours et aussi une photo. Et aussi, vous pouvez aussi vous contacter le CFA de Ploufragan. On pourra aussi vous orienter et vous donner des pistes pour trouver un maître d'apprentissage. On est là aussi pour ça. Pour essayer effectivement de mettre en relation des entreprises qui nous ont déjà contactés parce qu'elles savent qu'elles vont prendre un apprenti. Il y a aussi des pharmacies qui ne savent pas qu'elles vont prendre des apprentis parce que peut-être que pour l'instant, elles ont tout leur personnel, mais peut-être que d'ici 15 jours ou 3 semaines, quelqu'un va être en arrêt, quelqu'un va partir, va y avoir un congé maternité. C'est une profession quand même assez féminine. Donc, il y a souvent des arrêts pour des congés maternité. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup forcément de préparateurs qui cherchent du travail puisqu'on est un peu tendu au niveau de l'emploi. Donc, parfois, les employés, les titulaires dans les pharmaciens qui sont chefs de leur entreprise, ils vont pas de préparateur, ils vont se dire tiens, j'ai rencontré un futur apprenti qui me paraissait bien, je vais peut-être lui donner sa chance et allez, je vais prendre un apprenti parce que j'en ai rencontré un qui me paraissait bien. Mais sinon, peut-être qu'il n'aurait pas pris. C'est pour ça qu'effectivement, le démarchage reste quelque chose d'essentiel. Carrément. Après, je pense qu'on a bien présenté tu as bien fait présenter le métier préparateur. Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que les grandes qualités de notre métier, c'est
aimer écouter les gens, aimer les conseiller, comme tu l'as dit, hein, les conseiller, la délivrance des médicaments avec toujours l'analyse de l'ordonnance ou alors aussi l'analyse de la demande hein, des patients, donner des explications et les recommandations qui vont avec, et puis l'accueil et la vente fait aussi partie de notre métier. Hein. Conseiller, comme tu l'as dit, hein, en dermato-cosmétique, orthopédie, vétérinaire, plein de… Voilà, c'est assez divers. Et toute la gestion des stocks aussi, mais c'est vrai que de plus en plus, on a des outils qui nous aident dans cette partie, mais c'est vrai que ça prend aussi un petit bout de temps quand même dans notre métier, savoir gérer les stocks et voilà. Les commandes, mais après, les compétences finalement qu'il faut acquérir sont assez vastes et assez importantes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à On apprendre. s'ennuie pas. C'est un métier assez, c'est vrai, on s'ennuie pas. Après, faudra vous dire que ça évolue tout le temps, parce qu'aujourd'hui, la façon dont on travaille dans les pharmacies, en tout cas de ville, mais même à l'hôpital, ça a beaucoup évolué. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Et puis les nouveaux médicaments, il en sort tout le temps. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir de bonnes bases et d'avoir pris de bonnes habitudes, de savoir où aller chercher les informations, comment se former, parce qu'il faut se former tout au long de cette et de plus en plus, je vous parlais tout à l'heure de l'immunologie. Les nouveaux médicaments, l'avenir, c'est en grande partie l'immunologie. On n'a pas beaucoup d'innovations aujourd'hui qui sont hors système immunitaire. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on est là pour ça. Et ce qui est important, c'est que vous soyez intéressé par le métier. Il faut vraiment choisir ce métier-là si c'est votre souhait et votre choix en connaissance de cause. Alors par contre, après, le hic et le bémol, Coralie, tu pourras peut-être en parler, c'est du coup du manque d'évolution. C'est pas un métier qui aujourd'hui permet de déboucher sur autre chose. Après, c'est vrai qu'un préparateur reste préparateur, mais on peut quand même évoluer dans le sens où, par les formations, on peut développer nos connaissances, devenir des excellents préparateurs sur plusieurs domaines. Mais c'est vrai que le préparateur ne pourra jamais ouvrir son officine. Ça, c'est sûr. Si demain on veut être patron, il faut reprendre ses études et retourner à la fac pour devenir pharmacien. Après, le métier préparateur, c'est un très joli métier, hein, mais c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas, mais il faut continuer à se former pour, voilà. Donc voilà, c'est aussi un petit peu l'idée de pourquoi il y a une réflexion sur peut-être une évolution des études dans le futur, mais d'ici là, il y aura sans doute des équivalences qui rentreront. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas trop, parce que ça donnerait effectivement la possibilité éventuellement d'avoir un bagage un petit peu plus élevé, et du coup, ce qui permettrait plus facilement des bifurcations ou des réorientations. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, mais il faut aussi le savoir, hein, il faut autant être honnête et savoir bien dans quelle voie on part. C'est un BP, préparateur en pharmacie, et le BP ne donne qu'un niveau bac. Or, vous avez déjà un bac en rentrant. Après, il faut savoir aussi que si d'ici les 2 ans, ça bouge, il y aura sans doute des discussions au niveau des ministères pour éventuellement voir comment éventuellement des passerelles, des choses pourraient se mettre en place. Mais tout ça, c'est lié aux réformes des études qu'on a actuellement au niveau universitaire aussi. Je vois qu'il y a eu une question par rapport, parce que je ne sais pas si je peux y répondre en ligne. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu. Donne des médicaments prescrits par un médecin et il ne fallait pas. Alors effectivement, les torts sont partagés. Si c'était un médicament qu'il ne fallait pas délivrer. Par contre, si c'est à la pharmacie, alors que ce soit le pharmacien ou le préparateur n'a pas aucune responsabilité. Alors, il y a une grosse partie de la responsabilité juridique qui est pour le pharmacien, mais il y a aussi, et c'est aussi pour ça que vous devez avoir des notions et où c'est important la législation professionnelle, parce qu'il y a quand même une partie aussi de la responsabilité au préparateur. Si vous délivrez quelque chose, alors, oui. vous n'avez pas du tout le droit, ce sera quand même de votre faute. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire. Après, si on délivre quelque chose parce qu'on s'est trompé, on n'a pas délivré ce qui était mis sur l'ordonnance, là, par contre, c'est que la responsabilité. Donc, ça peut être partagé entre le pharmacien titulaire, qui a une responsabilité supplémentaire,
et le préparateur. Et si c'est le médecin qui a fait l'erreur et qu'à la pharmacie, on a délivré, les deux sont responsables. et se partageront la responsabilité. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question de responsabilité, puisque ça peut être très dangereux et qu'il y a pas mal d'intoxications involontaires dues au mauvais usage des médicaments. Donc, c'est pour ça qu'il faut des connaissances et que le législateur a dit il n'y a que les pharmaciens, que les préparateurs en pharmacie qui peuvent délivrer des ordonnances. Sinon, on pourrait donner vous avez fait du commerce, pas de problème, on vous met dans une pharmacie et tout le monde fait une ordonnance, connaît son ordre alphabétique, peut donner les boîtes et puis voilà. Ouais, mais non. C'est possible. Donc, il y a juste ces deux professions-là qui peuvent délivrer des médicaments en ville et à l'hôpital. Pour une question de responsabilité aussi. Tout à fait. Mais pendant vos études, on vous apprend tout ça. Parce que c'est vrai que délivrer des médicaments ou là je vois des médicaments qui s'opposent et qui est en tort. Mais c'est vrai que le CTE, le commentaire technique d'ordonnance, on voit tout ça. On vous explique comment essayer d'éviter au maximum de délivrer des médicaments qui sont contre-indiqués entre eux, quoi. Donc c'est aussi pour ça que après, dans une pharmacie, un préparateur n'est jamais tout seul. C'est interdit en fait. Dans une pharmacie, il faut toujours qu'il y ait un pharmacien présent, soit le patron, soit un pharmacien qui est salarié. Donc en fonction de la taille de la pharmacie, là aussi c'est réglementaire. Il y a un nombre de pharmaciens qui doit être là et des préparateurs seuls n'ont pas le droit d'être dans une pharmacie sans pharmacien. Ça c'est sanctionné par l'ARS. Alors les ARS, pareil, on en a pas mal entendu parler ces derniers temps. C'est l'Agence régionale de la santé. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous pourrez. Puis je crois que vous allez recevoir des liens de mails par rapport à d'éventuelles recherches, si vous avez d'aide ou des questions plutôt pratiques par rapport au CFA et à l'apprentissage. Bon, c'est parfait. Bon, en vous souhaitant… On reste disponible, si vous… Voilà. voilà. Si vous êtes convaincu ou pas, mais en tout cas, on espère avoir répondu à vos questions.